Donc là, on commence à attaquer les prix Nobel liés à la mécanique quantique. Voilà, Johannes Stark, un Allemand. Voilà, il a eu le prix Nobel en 1919 pour sa découverte de l'effet Doppler dans les rayons canaux et du dédoublement des raies spectrales par les champs électriques. Ça s'appelle l'effet Stark et c'est voilà, c'est le cœur de ce dont on va parler aujourd'hui. Ça vient du fait que donc les raies spectrales, ce sont ces lignes-là dont on a déjà parlé quelques fois. Elles correspondent donc à des niveaux d'énergie dans les atomes. Et il se trouve que si dans le milieu ambiant, vous mettez un champ magnétique ou un champ électrique, certaines de ces raies vont se dédoubler. On voit déjà ici qu'il y en a certaines qui sont doubles. Ça vient de, on va voir, on va expliquer pourquoi. Mais avec un champ électrique, vous avez une raie qui qui se transforme en 2, 3, 4 raies, etc. Ça, c'est l'effet Stark. Voilà, en gros, c'est vraiment ce pourquoi il est le plus connu. Les rayons canaux, on en a déjà un petit peu parlé aussi, c'est des rayons qui ressemblent aux rayons cathodiques, mais eux, ils proviennent de l'anode, donc ce sont des rayons anodiques. Voilà, on avait déjà un petit peu parlé de ça. Voilà, ils sortent de l'anode et ils vont en direction de la cathode. Donc, ce sont des particules chargées positivement. Donc, l'effet Stark, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est la modification des états électroniques, donc de la manière dont les électrons se comportent sous l'action d'un champ électrique. Et donc, ça a pour conséquence un décalage, un éclatement des raies spectrales. Voilà, la valeur énergétique, on appelle ça le décalage Stark, de combien ça se décale. Salut Al Gore. Et ça ressemble à l'effet Zeeman. L'effet Zeeman, c'est la même chose avec le champ magnétique. Voilà, c'est utilisé dans les puits quantiques pour aller regarder ça. Ah oui, je crois que j'avais vu. Ça, pareil, je peux le remettre en anglais, en français. Donc la photochimie, c'est une branche de la chimie concernée par les effets chimiques de la lumière, que ce soit les infrarouges, le visible, les ultraviolets. Donc ça intervient dans les réactions chimiques, quand la lumière est absorbée, comme un catalyseur, et dans les processus chimiques comme dans les lasers, où on a deux photons identiques par absorption et réaction chimique. Salut Tony. Ok, voilà à quoi ressemblent les niveaux d'énergie dans les atomes. Et on voit qu'on a des passages d'un... Si l'électron descend à un niveau plus bas, il va émettre de la lumière. Et ça, ici, il monte grâce à la lumière, on appelle ça une absorption. Il absorbe la lumière. Et quand la lumière est émise, ça donne les effets de fluorescence, de phosphorescence. On avait fait une vidéo sur la phosphorescence et la fluorescence quand on parlait de Becquerel et de la radioactivité. On peut parler un peu des puits quantiques. Non, on fera ça après. Déjà, l'effet Stark, on va finir sur l'effet Stark. Voilà, donc là, on a une belle image de dédoublement des niveaux d'énergie. Donc ici, en abscisse, on a le champ électrique qui augmente quand on va vers la droite. Donc tout à gauche, le champ électrique est nul. Et on voit que, par exemple, ici, on voit une seule raie de transition, une seule raie lumineuse, une seule raie spectrale. Et quand le champ électrique augmente, on voit que ça se sépare en plein de traits différents. Donc si par exemple je mesure ce qui se passe ici par exemple ici à 3000 volts par centimètre, eh ben, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est marqué là. N égale 13. 13 raies au lieu de une seule. Donc ça se démultiplie. La raie spectrale se démultiplie en plein de raies différentes. Et ce, d'autant plus que le champ électrique est élevé. Donc ça a été découvert, alors je vais essayer de traduire à la volée, ça a été découvert indépendamment par un Italien, Antonio Lo Surdo. Et d'ailleurs en Italie on appelle ça, non pas l'effet Stark, mais l'effet Stark-Lo Surdo. Et avant ça on avait l'effet Zeeman, où on voit pareil un dédoublement des raies spectrales. Donc là il n'y en a qu'une seule et on voit qu'après il y en a plusieurs. C'est le même principe, vous voyez, ça se démultiplie. Sauf que cette fois-ci, c'est un champ magnétique qui vient démultiplier ces raies spectrales. Et ça vient du fait que l'énergie dépend du champ magnétique. Donc plus le champ magnétique est élevé, plus va y avoir un décalage énergétique. Et ça dépend de l'état de l'électron. Voilà, si vous avez peut-être déjà entendu parler du spin, ça dépend du spin de l'électron. Et là, pareil, c'est lié à l'état de l'électron, alors pas directement au spin. Alors, il a utilisé des indices de réfraction expérimentaux pour faire ça. C'est une expérience d'optique. Et il a vu son effet sur les états excités de l'atome d'hydrogène. C'est comme ça qu'il a vu cette séparation. Il y a eu des tentatives d'expliquer ça de manière théorique, essayer de comprendre par le calcul pourquoi on avait telle ou telle démultiplication. Et c'est grâce à la mécanique quantique d'Heisenberg, Pauli a réussi à faire ça. Donc avant, il y avait le modèle de Bohr. On va en reparler. Bohr, il a eu le prix Nobel aussi, qui est un peu le début de la mécanique quantique. Et ça permettait d'expliquer, par exemple, les raies de l'atome d'hydrogène, les raies spectrales de l'hydrogène.
mais c'était un peu préliminaire et ça manquait un petit peu de précision. Et il a fallu attendre la vraie mécanique quantique pour faire les calculs corrects de l'effet Stark. Et donc, c'est un des premiers effets qui ont permis de confirmer la mécanique quantique de Heisenberg et de montrer que c'était plus précis que ce que faisait Bohr. Après, ils travaillaient ensemble, hein, Bohr et Heisenberg, ils discutaient énormément. Ok, donc on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais pas rentrer dans le détail des équations, hein, rassurez-vous. Alors, on a un champ électrique qui pointe de la gauche vers la droite. Donc, il a tendance à tirer les électrons vers la droite, et les atomes, les noyaux positifs vers la droite et les électrons vers la gauche. Et donc, ça a tendance à plutôt décaler, je fais un schéma, ça a tendance à décaler les électrons, notamment ceux qui sont externes. Donc, le noyau est là, et le nuage électronique autour. Et si je mets un champ électrique donc de la gauche vers la droite, les charges positives, elles ont tendance à suivre ce champ électrique. Elles ont tendance à se décaler un petit peu vers la droite. Et les électrons, eux, vu qu'ils sont chargés négativement, au contraire, ils vont plutôt se décaler vers la gauche. Donc ça va décaler un peu, là j'exagère, hein, ça va décaler un peu le nuage électronique. D'autant plus qu'on est sur des couches externes. Ça fait qu'on va avoir des... Je peux vous montrer à quoi ressemblent les orbitales électroniques. Voilà, là, ça, c'est des orbitales électroniques. Donc, ça vous donne une manière d'interpréter ça, c'est la probabilité de présence de l'électron ou la densité électronique. Et donc, vous avez différentes... si vous résolvez l'équation de Schrödinger pour savoir comment l'électron est réparti dans l'espace, vous avez tout un tas de solutions. Et on appelle ça les couches 1s, 2s, 2p, etc. Ceux qui ont fait de la chimie, vous avez peut-être déjà vu ça. Voilà, ça, c'est une couche 3D, ça aussi. Donc ça vous dit que l'électron, il n'a aucune chance d'être dans ce plan-là. Il est plutôt soit dans ce bulbe, soit dans celui-là, avec le noyau qui est un petit point tout au centre là. Et vous avez des couches qui sont symétriques comme ça, qui sont sphériques. On appelle ça les couches S. Et vous en avez qui sont très, très bizarres comme ça. Voilà. Et il se trouve que ces couches S et les couches P comme ça, elles ont le même niveau d'énergie, même si c'est un état différent. Et la seule manière de faire la différence entre les deux, c'est justement d'appliquer un champ électrique. Et ça va séparer les niveaux d'énergie. Voilà, on appelle ça des niveaux d'énergie dégénérés. Par exemple, ici, vous avez un niveau de dégénérescence égal à 3. Donc en fait, il y a 3 états qui ont la même énergie. Si vous mesurez juste l'énergie, vous n'arrivez pas à les séparer. Mais c'est le principe de l'effet Stark. Si vous mettez un champ électrique, vous arrivez à les séparer. Alors, il y en a un des deux, la couche 2P par exemple, qui va avoir un peu plus d'énergie que la couche de S. Et donc, elles vont se séparer. Et ensuite, la fin du raisonnement, c'est quand vous avez les niveaux d'énergie, vous avez le niveau de base, par exemple. S'il y avait juste un seul niveau d'énergie en plus, vous avez juste un écart d'énergie, donc une longueur d'onde. Donc, dans le spectre, vous allez avoir juste un trait. Mais si vous avez ce niveau qui était en fait dégénéré, si vous mettez un champ électrique, il va se séparer en deux. Et donc, vous aurez une deuxième longueur d'onde ici. Et donc, vous allez séparer un petit peu dans le spectre. Là, on trace la longueur d'onde. Et voilà, l'effet Stark, c'est ça. On arrive à voir des démultiplications de raies d'énergie parce qu'il y a un changement de raies de lumière parce qu'il y a un changement au niveau de l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on fait en premier, c'est ce qu'on fait faire en premier aux étudiants de mécanique quantique, de faire le lien entre les niveaux d'énergie dans l'atome et les longueurs d'onde. Voilà, c'était l'effet Stark.